Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission à la Fiebdo. Nous y sommes cette semaine. L'actualité est débattue ici. Recrudescence des attaques terroristes, bras de fer diplomatique, affaire de 49 militaires arrêtés à Bamako, CNT élargie de 26 membres, le cas d'échange et de regroupement de partis politiques qui demandent la démission du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. C'est ici, nous débattons et pour la circonstance, nous recevons 4 bons invités. J'ai à ma droite Maître Koto Traoré, il est avocat au barreau du Mali. Seydou Fane, il est journaliste éco. Et professeur Clément Dambélé, plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, PCC. Et Ami Baba Sissé, directeur de publication du journal Le Figaro du Mali. Mesdames et messieurs, le décor est ainsi planté. Voici. Maître Koto, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Très bien. Seydou Fane, journaliste éco, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Fabrique. Très bien. Alors, j'ai professeur Clément Dambélé, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Très bien. Ami Baba Sissé, directeur de publication du journal Le Figaro du Mali, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir à vous, bonsoir au plateau et bonsoir aux téléspectateurs. Je commence par vous. Quel est votre état d'esprit actuellement et comment va le pays? Bonsoir une fois de plus. Le pays, il ne faut pas se le cacher, le pays va mal. Le pays ne va pas bien. À cause de ce que vous-même vous venez de dénoncer tout de suite, ces attaques qui se multiplient, évidemment, il y a d'autres problèmes sociaux, économiques. Il y a un certain nombre de choses qui font que le pays ne va pas bien parce qu'on vient de sortir d'un embargo qui a encore ses effets. Globalement, le pays ne va pas bien. C'est pourquoi nous sommes sur ce plateau pour en parler. Très bien. Maître Koto Traoré, vous êtes avocat au barreau du Mali. Comment va le pays? Le pays se porte pas bien, effectivement, il faut le reconnaître. Nous assistons à une vague d'attaques terroristes un peu partout sur le territoire national qui interpelle tous les citoyens maliens. Et en ce moment précis, ce qui est recommandé pour tous les citoyens, c'est le devoir qui nous incombe, c'est de faire l'union sacrée autour de l'essentiel que le Mali. Puisqu'aujourd'hui, on est menacé dans notre existence en tant qu'État. Les attaques contre les casernes militaires, contre les populations civiles, à cela s'ajoute, comme il vient de le dire, la question économique et politique. Donc nous devons rester vigilants, soudés, accompagner les autorités pour qu'on puisse vraiment sortir et trouver une issue heureuse vraiment des épreuves que nous sommes en train de vivre. Vous avez après aussi Seydou Fane, vous êtes journaliste, je le rappelle, à l'Écho. Comment est-ce que le pays va? Le pays va très très mal, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Et aujourd'hui, nous sommes réveillés avec la peur au ventre, et suite à l'attaque qui a visé les camps militaires de Kati. Donc nous pensons que les autorités vont prendre toutes les mesures nécessaires pour que vraiment cela ne se reproduise plus. Très bien. Recrudescence des attaques terroristes, bras de fer diplomatique. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, professeur Clément Dambélé, comment est-ce que nous pouvons expliquer la recrudescence des attaques pendant que d'autres parlent déjà de montée en puissance des femmes? Parce que tout simplement, le Mali, c'était un grand corps malade. Et nous avons toujours mal évalué la situation pour apporter médiocrement la solution. Le problème, c'est qu'il faut oser aujourd'hui dire la vérité et sortir un peu de la propagande, du mensonge d'État et dire que nous avons très mal évalué. Quand vous parlez de mensonge d'État, vous faites allusion à quoi, justement? L'armée monte en puissance, etc. C'est un grand n'importe quoi de parler dans ce sens parce que l'armée, c'est la grande muette. L'armée, ce n'est pas un espace de publicité. On pense quelque part que c'est la guerre de communication. Non, nous ne sommes pas dans une guerre de communication. Nous sommes dans une guerre asymétrique qui implique beaucoup de dimensions de riposte, riposte économique, riposte des services sociaux de l'État. Il faut que l'État soit présent. Il faut aussi une stratégie de l'action communicationnelle basée sur la médiation culturelle. Il faut qu'on puise dans notre tradition parce que ces problèmes ne datent pas de maintenant. Avec les réseaux sociaux, on entend un peu partout. Il faut aussi penser que ceux qui vont sur les réseaux sociaux pour dire que l'armée a acheté ci, l'armée a acheté ça, le Mali, c'est le seul pays où on sait combien d'armes on a acheté, combien de Kalachnikov on possède et combien de militaires on possède.
Et surtout tous les jours, Vous avez les chiffres. Tu vois, ben, tout le monde sait aujourd'hui. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu sais par exemple que les militaires sont postés dans tel ou tel axe pour que les djihadistes évitent ces axes-là et aller faire les attaques. Ceux qui pensent qu'ils sont en train de supporter l'armée malienne, de supporter les militaires maliens, sont les premiers ennemis en donnant les positions de l'armée malienne, en divulguant les secrets de l'armée malienne, en parlant de ce que l'armée malienne a acheté. Donc ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est d'adopter une doctrine sécuritaire qui n'est pas adaptée à la réalité malienne. Je m'explique. Quand vous prenez par exemple le conflit d'aujourd'hui, mais ce n'est pas une guerre militaire, un combat conventionnel qui va régler ce problème. Nous l'avons dit depuis des années et nous continuons à le dire, et tous les universitaires savent très bien que ce n'est pas une solution purement militaire qui va régler le problème. Même si cette solution militaire arrange quelques hauts gradés et quelques dirigeants parce que ça permet de justifier des budgets qu'on soit à gauche à droite, mais ce n'est pas la solution. Aujourd'hui, si nous puisons dans notre territoire, si nous écoutons notre histoire, il y a eu Boubou Ardogalo, il y a eu Cheikh Martal, il y a eu Essogou Kroba, il y a eu Bina Ali Asségou, etc. Cheikh Martal, tu suis son trajet, il finit à Badangara, mais il va rentrer par Ségou. Donc ça veut dire que dans cette zone, il y a eu toujours un conflit territorial, un conflit interethnique basé sur des faits religieux. Et comment on réglait ces problèmes-là? Par la dimension culturelle, par la médiation de communication. On oublie cela, on pense qu'il faut qu'on envoie l'armée malienne comme si c'était une guerre conventionnelle. Deuxièmement, partout le djihadisme a proliféré, nous savons très bien que c'est parce que c'est lié à la vulnérabilité des populations par l'absence de l'État. Donc, il faut aujourd'hui une riposte économique avec des infrastructures, avec la présence de l'État, avec la justice sociale, avec la justice judiciaire, avec une relation de citoyenneté pour que les citoyens puissent avoir confiance à l'État. Donc, aujourd'hui, le problème qui se pose pour terminer, c'est que nous sommes en train de mal évaluer, et nous allons continuer à mal évaluer tant qu'on n'a pas changé de fusil d'épaule pour savoir que notre approche sur le djihadisme aujourd'hui est une mauvaise approche et ça ne peut pas régler le problème. Mauvaise approche sur le djihadisme, sur le terrorisme. Est-ce que la montée en puissance des FAMA est une vaine expression? Non, ce qu'on appelle montée en puissance, je comprends. L'acquisition de matériel militaire, quelques recrutements qu'on est en train de faire, c'est vrai, ça ce sont des choses qu'on peut vérifier. Mais la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas ça. Il y a tout un ensemble de dimensions. C'est pourquoi ça fait mal aujourd'hui quand il y a des attaques. Parce que comme l'a dit le professeur, il y a eu trop de publicité. Et les gens qui sont sur les réseaux sociaux, moi je le sais, ils sont de connivence souvent avec des hauts responsables de l'État qui leur fournissent un certain nombre de détails. C'est vrai, il y a des choses que Ibeka nous a montré ici. Les hélicos qui ont été payés, Ibeka les a exhibés devant tout le monde. Qui sont cloués au sol. Bien sûr, il y a un certain nombre de choses. C'était les mêmes militaires qui étaient là, qui parlaient de ce même terme monter en puissance. C'était sous Ibeka. Et aujourd'hui, ces militaires qui sont là ne devraient pas tomber dans ça. C'est pourquoi quand il y a une petite attaque, les gens se posent les questions, où sont les équipements, où sont les radars, où sont ceci. C'est vrai, ça fait mal. C'est pourquoi moi, je suis très dur contre la transition parce que je me dis, ce sont des erreurs qu'ils ne doivent pas faire. Mais on est dans un contexte où le pays est attaqué souvent, il faut un peu doser, mais on ne va pas se cacher la face. Il y a vraiment les réseaux sociaux qui enflamment. Et les acteurs de la communication, aujourd'hui, sont mis de côté, notamment la presse conventionnelle. Rarement, vous voyez des journalistes raconter un certain nombre de choses qui ne vont pas à la faveur de la technique. Parce que la DIRPA qui est là, la DIRPA fait des communiqués que nous reprenons. Ça, c'est l'officiel. Mais lorsque des vidéomans qui n'ont rien à comprendre de la situation se permettent de terroriser, parce qu'ils sont même plus terroristes que les terroristes en réalité, ils disent trop de choses, les gens les écoutent effectivement, et la première information que vous consommez, même si la vérité vient après, c'est difficile de l'oublier. Donc je crois que cette montée en puissance, comme on le dit, c'est l'acquisition des équipements, mais tout le monde voit que ça n'évite pas ça. Et puis la réalité c'est quoi? Sous Ibeka, c'est les mêmes attaques. Aujourd'hui, c'est même pire. Il faut qu'on se dise la vérité. Les choses ne sont pas en train d'évoluer. Et on nous a parlé de ces mercenaires russes qui sont là. Ils sont où? Est-ce qu'ils ont pu empêcher ces attaques? Je crois qu'il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. À Kolokani, il n'y a pas la France. À Kati, il n'y a pas la France. À Ségou, il n'y a pas la France. Il n'y a pas la MINUSMA non plus. C'est vrai, les gens disaient que c'était la France. Aujourd'hui, c'est qui? Il faut qu'on sorte de ça. Il faut bien poser le problème, chercher les réponses et puis aller à l'option
de le concrétiser. Très bien, attaque terroriste à Kati très tôt ce matin. Nous apprenons aussi qu'il y a des attaques à Ségou, Zantigila et dans moins de 3 jours, des attaques qui se répètent. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Oui, cela peut être justifié, mais il faut placer les choses dans leur contexte actuel. Vous savez, la montée en puissance de l'armée est un fait, est une réalité, il faut le dire. Maintenant, l'acquisition de l'équipement, quand même, c'est un fait. Et puis sur le terrain, les résultats obtenus aussi sont là. Vous savez, le Mali est un pays qui est tombé il y a plus de 30 ans. On a un problème avec notre outil de défense il y a plus de 30 ans de cela. Donc, du début de la transition, des rectifications même de la transition, où l'armée est rentrée dans une phase de montée en puissance active, qui est un fait réel. Mais maintenant, le contexte dans lequel nous vivons doit être pris en compte dans l'analyse de ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le départ de la France est acté et définitif. Dans les jours à venir, les derniers éléments militaires français vont quitter le territoire malien. D'ici septembre. D'ici septembre. 1. De 2 également, nous sommes en porte-à-faux aujourd'hui avec le G5 Sahel. On est sorti. On est sorti du G5 Sahel quand même. Le Mali a suspendu sa participation dans cette instance militaire qui venait en appui de la force Barkhane dans le cadre de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, nous sommes en bruit avec la MINUSMA, qui est la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, qui est aussi un fait. Maintenant, dans ce contexte particulier, les terroristes et leurs groupes affiliés vont certainement continuer également à poser des actes désespérés. Je les qualifie ainsi. Ils sont en désespoir de cause, il faut le reconnaître. Mais c'est un défi qui est lancé. Parce qu'aujourd'hui, vouloir dire que l'armée peut, du jour au lendemain, permettre le Mali également de recouvrer sa sécurité territoriale et la sécurité effective relative également aux personnes, aux citoyens maliens et leurs biens, quand même, n'est pas évident, n'est pas vrai. Il nous faut encore du temps et nous aurons également besoin encore du temps pour au moins donner à notre outil de défense la capacité nécessaire qu'il faut. Mais moi, je pense que cela est vraiment commencé avec les autorités de la transition actuelle et que les attaques que nous assistons aujourd'hui sont des actes désespérés qui vont continuer à se poser. Il nous revient, et les autorités de la transition, de surcroît les autorités militaires, de prendre les dispositions, puisque dans les jours à venir, ils vont certainement peut-être intensifier ces attaques-là pour essayer de nous détourner à l'essentiel. Alors qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est quoi? C'est de faire bloc autour du Mali et organiser les élections pour qu'on puisse avoir des institutions issues des élections libres, transparentes et crédibles pour permettre au Mali de retrouver sa place dans le concert des Nations Unies, dans le concert des Nations plutôt, et de continuer à travailler, c'est-à-dire pour sa sécurisation. Très bien. Donc, il y a des aspects qui doivent être pris en compte et que ces groupes aussi terroristes et ces bandits profitent pour essayer de nous détourner de l'essentiel. Et nous revient, et à tous les citoyens, de rester vigilants et de coopérer avec les autorités militaires, policières, pour contrer vraiment cette vague d'attaques que nous assistons de ci par-là. Très bien. Autrefois, nous parlons de l'insécurité dans le nord, dans le centre. Aujourd'hui, c'est carrément autour de la capitale. Et même dans la capitale, comment justifiez-vous cette situation, M. Seydou Fane? Bon, moi je pense que cette situation, on aurait pu l'éviter si on avait tenu compte de ce qui s'est passé l'autre jour à Zantigila, à quelques kilomètres de Bamako. Et c'était déjà un message pour dire aux autorités qu'il faut faire extrêmement attention parce que les terroristes ne sont plus loin de Bamako. Donc vraiment, on aurait pu prendre toutes les dispositions pour éviter ça. Bon, ces attaques aussi ne veulent pas dire que les femmes sont en train de faiblir. Cela ne veut pas dire ça, parce que nous avons un vaste territoire. Donc, je pense qu'il faut redéployer les forces de défense sur l'ensemble du territoire. Je crois que est-ce que nous avons des effectifs? Est-ce que les femmes ont des effectifs pour couvrir tout le territoire? Oui, mais il faut quand même redéployer l'administration dans plusieurs localités.
Et je crois que la présence de l'administration pourra peut-être dissuader les terroristes. Très bien. Voilà. Alors, professeur Clément Dambélé, où va la transition? La transition fait ce qu'elle peut. Mais où est-ce qu'elle va? Moi, je l'ai toujours dit, il ne faut pas attendre le miracle avec cette transition. Mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce que c'est la bonne direction? Qu'est-ce que vous appelez par bonne voie? Parce que moi, j'ai l'impression que les gens pensent que cette transition va apporter toutes les réponses aux problèmes maliens. C'est faux. Et je l'ai dit dès le départ. Et c'est ce que le peuple attend. Le peuple attend de cette transition. Parce que le peuple malien attend depuis 30 ans, comme disait Maître Koto, et depuis 30 ans que ça ne va pas, le peuple attend l'homme providentiel. Et c'est dans notre culture même. Mais la transition ne fera pas le miracle et la transition n'apportera pas plus qu'elle puisse apporter. Vous ne pouvez pas demander aux gens ce qu'ils ne peuvent pas donner. Je m'explique. Si vous attendez de cette transition de régler les choses, il faut leur donner peut-être 30 ans encore. Et ça, ce n'est pas possible. La démocratie ne permet pas, la politique ne permet pas. Le premier problème du Mali, c'est le problème de souveraineté alimentaire. Cette transition n'a pas la solution. On viendra sur ces questions. Deuxièmement, il faut régler le problème de l'école. Elle n'a jamais touché à cette question de réforme de l'éducation. Mais quand même, au dernier examen de baccalauréat, nous avons... C'est pas parce qu'on a durci la surveillance qu'on a réglé le problème de l'école malienne. Quand vous fabriquez des chômeurs dans les universités, on est loin de parler de la surveillance du bac. Moi, je les salue pour avoir durci la surveillance. Il n'y a pas de bon début, c'est le résultat qui compte, disent les avocats. Il n'y a pas un bon avocat dans une plaidoirie, c'est l'acquittement de son client qui montrera sa performance. Félicitations. C'est pour vous dire qu'il y a le problème de la justice malienne qu'il faut réformer. Il faut reposer sur l'équité, sur l'égalité sociale, la justice sociale. Il y a aussi le problème économique, le pouvoir d'achat. Il y a aussi le problème sécuritaire. Est-ce que cette transition aura assez de temps, assez de moyens pour faire tout ça? Parce qu'à un moment, on devait rassembler, on n'a pas su bien rassembler. Et c'est ça aussi le problème qu'il y a. Mais moi, je vais revenir sur une question qui a été soulevée par Maître Koto. C'est que ce problème n'est pas un problème militaire. Il faut qu'on arrête de penser que c'est une affaire de l'armée malienne. Mais c'est complètement faux. Cette question du djihadisme, cette guerre asymétrique ne peut pas être réglée par l'armée. Parce que ça repose sur plusieurs dimensions. Je prends un seul exemple pour sortir du débat et parce que les autres attendent parler. Pour parler, il faut regarder un exemple, l'Israël. L'État israélien correspond, moi j'ai été en Israël, ça correspond au cercle de Kati. Pris entre deux falaises, au milieu d'une colline, entouré par l'Égypte, il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a la Palestine et le Yémen derrière, financé par l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Et les Arabes, les pays arabes, la Ligue arabe entoure l'Israël. Et qu'est-ce que la Palestine n'arrive pas à atteindre l'Israël? Sans préjudice pour mes amis palestiniens. C'est parce que l'Israël a développé à travers la Mossad le renseignement le plus efficace au monde. Ce que nous utilisons aujourd'hui comme... Mais quel est le rapport du tableau que vous dressez par rapport à notre contexte actuel? Je vais en venir. Ce que nous utilisons aujourd'hui comme Viber, comme WhatsApp, etc., ce sont les logiciels qui sont inventés, qui sont développés par la Mossad. Quand c'est devenu désuet, ils le mettent à la disposition du public où ils trouvent quelqu'un qui va le commercialiser. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est un problème de renseignement. Comment les djihadistes fonctionnent? Il faut aller à la racine. Comment les djihadistes se déploient? Comment ils se développent? Ça, ce n'est pas le militaire. C'est une étude carrément. Oui, ça, ce n'est pas le militaire arrêté avec son Kalachnikov qui va répondre à cela. Ça veut dire qu'il faut développer le renseignement malien. Il faut vraiment aller plus loin dans notre système de renseignement, comme le Maroc le fait, comme la Tunisie le fait, comme l'Algérie l'a fait pour sortir de la guerre avec le GIA. Ça veut dire qu'également, il faut, ce que j'ai dit, une riposte économique. Vous ne pouvez pas, les gens qui ont faim, la population vulnérable est toujours à la merci des djihadistes. Donc, pour avoir la citoyenneté, pour collaborer avec une population active au sens souveraineté alimentaire, il faut un développement économique, il faut un développement humain dans le milieu. Et la troisième chose sur laquelle je vais insister beaucoup, c'est de sortir de cette doctrine que la lutte antiterroriste est un combat des militaires. Non, c'est un combat du peuple malien. C'est tous les Maliens qui sont concernés. Et ça, il faut que
les gens, nous qui parlons aux gens, il faut qu'on explique que ça s'étend du paysan au fonctionnaire, du politique à l'armée. Ce n'est pas seulement les militaires. Et encore, comme je disais, qu'on évalue mal les choses, parce que jusqu'à présent, nous sommes dans un contexte purement militaire, alors que le contexte n'est pas purement militaire, c'est au-delà de l'armée malienne. Donc c'est un combat de tout le peuple malien et non pas seulement de l'armée malienne. Alors, professeur Clément Dembélé, merci. Ami Baba Cissé, est-ce que notre transition, où est-ce qu'elle va? Est-ce que notre démocratie, depuis 30 ans, est-ce qu'elle a échoué ou elle a réussi? Non, moi je ne dirais pas ça. C'est vrai, c'est des discours qu'on entend beaucoup. Dans tout processus, il y a des choses qui ne marchent pas. Si nous sommes sur ce plateau, c'est parce que nous sommes journalistes. Si maître est là, c'est qu'il y a la démocratie. Moi, journaliste, c'est la démocratie. Donc je pense qu'il y a des valeurs qu'il faut sauvegarder. Évidemment, il y a des grands intellectuels qui pensent comme ça. Il y a des choses qui n'ont pas abouti. Moi, je n'ai pas géré ce pays. On veut tous que ça change. On s'implique d'ailleurs pour ça. Maintenant, il a dit 2 à 3 éléments sur lesquels je ne suis pas tellement d'accord. Lorsqu'il qualifie de ces attaques des attaques désespérées, il y a eu Ségou, il y a eu Koro, il y a eu un certain nombre de localités bien avant. Moi, je dirais même que c'est osé. Parce que venir attaquer le cœur même du dispositif militaire, ça c'est osé, ce n'est pas désespéré. Les terroristes, quand ils vont s'en prendre beaucoup plus aux civils, on peut dire que c'est désespéré. Parce que là, ils n'arrivent pas à atteindre l'armée, ils n'arrivent pas à atteindre les casernes. Mais cette fois-ci, il faut prendre ça au sérieux. Parce que c'est très grave. Demain, ça peut être où? Nous sommes dans une ville ou dans un pays où les mosquées, les gens rentrent n'importe comment. Les marchés, les gens rentrent n'importe comment. Les alimentations, c'est comme ça. Il n'y a pas de sécurité à ce niveau. Donc, il ne faut pas qu'on prenne ça à la légère. Ça, c'est moi, mon avis par rapport à ce que Maître Koto dit. Peut-être qu'il a une argumentation sur ça. Maintenant, la transition, il faut absolument qu'elle sorte du schéma. On a déjà un délai. Aujourd'hui, au lieu de sécuriser Ségou, Mopti, Tombouctou pour aller, au contraire, on va plus penser à sécuriser d'abord Bamako. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a réellement derrière toutes ces attaques. Les terroristes sont où? Depuis un moment, ils ont fait des vocaux, ils ont dit on va attaquer, on a déjà poussé nos pions, on a entendu tout ça. Et ils attaquent au mois où on ne s'attend pas. Et généralement, les jeudis, les vendredis et les dimanches, les terroristes sont à l'œuvre. Moi, par exemple, quand j'ai des informations, je partage avec les personnes qui me sont chères. Ce n'est pas avec tout le monde que je partage. Et souvent, je fais remonter, même au haut sommet. Ça, c'est notre façon de faire. On ne publie pas tout. Mais comme je l'ai dit, il y a des gens, dès qu'ils ont une petite information, ils sont sur les réseaux. Et là, vous donnez non seulement la position des femmes, en même temps, vous pouvez faire déjouer les plans. Donc, la transition doit forcément aller vers la sortie. On a un délai. La communauté internationale commence à revenir petit à petit. On a vu que la Banque mondiale, les sanctions commencent à se lever. Il ne faut pas qu'on retombe dans autre chose. Et on est obligé de travailler avec les partenaires, trouver la façon. Dire qu'on peut cela, c'est se mentir. Vous partagez l'avis selon lequel la solution n'est pas forcément militaire? La solution ne peut pas être militaire, je l'ai dit. En Syrie, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la France. C'est une coalition internationale en Syrie depuis 2011. Mais pourtant, les terroristes sont encore là-bas. Il y a même ces Wagner dont on parle là-bas. La Libye, c'est la même chose. Il y a la Turquie, il y a la Russie, il y a ces gens, mais ça n'a rien changé. Je suis en train de dire ce qu'on a fait croire aux gens, que l'armée seule peut en 1 an ou bien en 2 ans apporter la solution. Je pense que les militaires même ne le disent pas, mais on a des spécialistes de la communication, de la propagande surtout, qui le disent. C'est pourquoi la moindre attaque aujourd'hui, ça fait mal. Moi, je ne me rendrai jamais complice de ça. Je sais qu'il n'y a pas un État au monde qui peut faire ça. Et puis, aujourd'hui, Bamako aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que tout le monde a peur? Les gens ont à manger. Il y a à manger, mais qu'est-ce qui a fait? C'est qu'il n'y a pas la sécurité. Au centre du Mali, c'est la même chose. Il y a même des endroits où il y a une convention entre les groupes terroristes et les populations. C'est pourquoi il y a une certaine accalmie au niveau de ces civils. Et ça aussi, ça arrange la main. Quand on a demandé de dialoguer avec les terroristes, on a dit à un moment que c'était la France qui a refusé ça. Mais les autorités attendent quoi aujourd'hui? Discutons avec ces gens-là. Parce qu'on a promis de discuter. Les dialogues l'ont dit, même les ANR ont dit. Il faut qu'on aille au dialogue avec ceux qui sont français, ceux qui sont maliens, disons, pour qu'on sorte de ça. Il faut évaluer toutes les pistes. Donc moi, je me dis que la transition doit sortir de ça. Parce que plus ça dure, ça va amener des problèmes. Très bien. Alors, affaire de 49 militaires arrêtés à Bamako, nous en parlons. Il y a un bruit diplomatique. Olivier Salgado, porte-parole de la MINUSMA, a été sommé de quitter le Mali dans un délai de 72 heures. Maître Koto, bruit diplomatique, bras de fer diplomatique. Est-ce que ça ne complique pas davantage les choses? Oui, ça complique davantage les choses. Mais avant de répondre, je voudrais faire la mise à niveau par rapport à 2 questions que mon grand frère a dit n'avoir pas
n'êtes pas d'accord avec moi, c'est normal. Vous savez, les attaques, pourquoi j'ai dit c'est des attaques désespérées. J'ai parlé tantôt du contexte dans lequel nous vivons. Vous prenez aujourd'hui le Nigeria, qui est la première puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest, connaît les mêmes scénarios. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire tout simplement, professeur Clément a évoqué que la question terroriste n'est pas que militaire, mais la solution militaire est un répondant essentiel. Il y a la question politique, il y a la question diplomatique, il y a la question de gouvernance administrative, économique et éducative. Nous avons vu que pendant toutes ces années, l'État pratiquement a été absent dans la partie septentrionale du Mali. Je rappelle toujours à mon grand frère de Cissé, vous savez, la démilitarisation du Nord et l'allègement administratif du Nord a été des décisions qui ont été prises et parties du début des années 1991. Il faut rappeler, on a pensé qu'on ne pouvait plus connaître la guerre, donc il fallait au moins démilitariser la partie septentrionale du Mali, qui est aussi un des facteurs... Mais en quoi est-ce que ces attaques sont des attaques désespérées? En quoi? Je vous explique très bien. Vous savez, avant, l'armée était dans une posture défensive. Aujourd'hui, l'armée est dans une posture offensive. Il faut le reconnaître. Donc, du coup, les groupes terroristes sont dispersés. Ils sont dispersés. Donc, dispersés maintenant, ils ne peuvent pas se regrouper, coordonner leurs actions et faire des attaques spectaculaires. Ils se dispersent entre les populations sur un peu partout de l'étendue du territoire national et essayer de se faire entendre. Je rappelle, les camps aujourd'hui, l'attaque de Kati, on déplore des cas de mort, peu importe. Mais aujourd'hui, l'objectif recherché n'était pas que ça par le groupe terroriste. Donc, désespérés, ils veulent se faire entendre. Ils veulent se faire entendre parce que tout simplement, la position de l'armée malienne aujourd'hui sur le terrain est un fait évident. Donc on est dispersés, faire des attaques, nous faire attendre comme si nous sommes là. Ils sont là aussi. Hein. Et j'ai rappelé tout à l'heure qu'il faut se préparer en conséquence pour contrer. Ils vont continuer à poser des actes désespérés, c'est des actes désespérés. Quand vous venez avec 2 véhicules remplis d'explosifs, vous tentez de foncer la porte d'un camp, d'une caserne militaire, est un acte désespéré. Ce n'est pas une guerre conventionnelle comme ils l'ont dit, c'est des actes désespérés. Quand je dis désespéré, c'est dans ce sens-là. Pour revenir à votre question, le bruit diplomatique avec la Côte d'Ivoire, je pense que dans peu de temps, on va bientôt sortir de ça, mais cette bruit diplomatique aussi s'explique pour les raisons... Est-ce que c'est aussi un acte désespéré? Non, ce n'est pas un acte désespéré. Là, ce n'est pas un acte désespéré, c'est un acte volontaire, commis par un État à l'égard d'un autre État souverain qui est le Mali. Comment vous pouvez comprendre 49 militaires, dont 31 forces spéciales, arrivent sur un territoire où le pays est confronté à des questions terroristes, de sécurité à l'interne, ils viennent par fraude. Ils les rentrent. Et vous pensez que... Maître Koto, oui. Je rappelle que vous êtes avocat et Oui. vous avez les preuves de ce que vous avancez. Absolument, absolument, absolument. Pourquoi nous ne pouvons pas douter du communiqué officiel qui a été fait par les autorités maliennes. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 juillet 2017? On dit les 49 militaires ivoiriens qui sont arrivés, ils arrivent à l'aéroport, on demande l'ordre de mission. Ils n'étaient pas en possession de l'ordre de mission. On a parlé d'autres documents qui sont le manifeste passager, le manifeste de cargo, et rien de tout cela n'y était. Et au préalable, les autorités maliennes, auprès desquelles les militaires-là sont quand même accrédités, n'étaient pas informés. Et du coup, les autorités se donnent le devoir de chercher à comprendre, de prendre contact avec les autorités originaires, qui sont les autorités ivoiriennes, qui disent n'avoir pas été au courant de la présence de leurs militaires. Mais après, sur le sol, non, je reviens sur le sol malien. 1. De 2, 4 versions ont été développées. Les militaires ont donné 4 versions. Il ne faut pas occulter que cela, il ne faut pas mettre en doute tout ce qui s'est dit par les autorités. Les autorités, quand même, sont aujourd'hui
les représentants de l'État malien, ceux qui viennent d'eux, jusqu'à preuve contraire, on doit avoir confiance. Nous doutons de rien, mais mon travail, mon rôle de journaliste est une qualité. Non, je continue. Donc, ils disent d'abord, dans un premier temps, ils viennent pour une mission confidentielle, ils viennent, c'est-à-dire dans le cadre également de l'appui à la mission, à l'aménagement. Ils viennent dans le cadre de soutien, de sécurisation de la base logistique de la société Sahel Aviation Service. Donc, du coup, l'État malien a pris le soin quand même de vérifier, de demander, de voir les supports légaux qui peuvent permettre au Mali de les considérer comme des éléments qui sont présents sur le territoire en conformité avec la légalité. Et dans un premier temps, la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien réfute ce qui est même un mensonge d'État. Le lendemain, les Nations Unies on parle de la sous-traitance, quand même il y a le contingent allemand, les rapports avec la société, la compagnie Sahel Aviation Service, du coup, apportent le démenti que ce ne sont pas des éléments nationaux de soutien au contingent des pays contributeurs de la mission des Nations Unies au Mali. C'est des faits graves. Alors que nous sommes dans un contexte particulier. Et bien avant la présence des militaires ivoiriens, la crise diplomatique, le manque de confiance entre l'État malien et l'État ivoirien a existé. Si nous prenons le cas de l'embargo dont nous venons de connaître tout à l'heure... Alors, en tout cas, nous allons revenir on va revenir un peu en détail sur ces choses. Je donne rapidement la parole. Donc, je voudrais terminer pour dire que c'est un fait réel et jusqu'à preuve contraire, les Nations Unies ont apporté le démenti. Il n'y a pas de convention parce que l'État ivoirien a fait croire l'existence d'une convention entre l'État ivoirien et les Nations Unies. Cette convention n'a pas été vue, produite. Pas de contrat entre, c'est-à-dire la compagnie Sahel Aviation Service avec l'État ivoirien. Donc nous sommes en droit aujourd'hui pour dire que la présence de militaires ivoiriens n'a pas respecté la forme. S'ils n'ont pas respecté la forme, ils sont rendus par fraude. S'ils sont rendus par fraude, les conséquences des droits vont être réservées à leur sort. Très bien. Bruit diplomatique, est-ce que ça complique davantage les choses, M. Fani? Moi, je pense que ça complique davantage les choses dans la mesure où on a fait intervenir l'État, on a impliqué l'État togolais. Et moi, je pense qu'on devrait vraiment laisser le Togo continuer ses missions de beaux offices, et au lieu de poser des actes qui peuvent vraiment compromettre ces bons offices-là, ces missions de bons offices. Par exemple, l'exclusion du porte-parole de l'aménagement, pour moi, ce n'était pas la peine. Déjà, l'information qu'il a donnée s'est avérée fausse, donc l'État pouvait se limiter à ça et faire une mise en garde. Je crois que c'est ce qu'il fallait faire. Et je pense qu'il faut privilégier la voie diplomatique. Et lorsque les militaires ont été arrêtés, il fallait prendre contact avec le président même de la République ivoirienne et puis le ministre des Affaires ivoiriennes. Parce que selon les informations... Les affaires étrangères. Selon les informations, on a contacté le chef d'état-major ivoirien qui avait dans un premier temps démenti. Donc moi je pense qu'il faut continuer avec les négociations. Alors, Ami Baba Cissé, c'est comme si nous dressons un tableau. Vous-même, vous êtes en conflit avec quelqu'un, c'est vous qui appelez. Ah, venez nous départager. Sinon, dans la médiation, l'appel à la médiation du Togo, dans cette affaire. Bon, écoute, vous savez, c'est la première fois que moi j'évoque cette histoire. Sinon, depuis que ça a commencé, même une publication, je n'en ai pas fait. Par respect pour les téléspectateurs, je veux dire ce que je pense. Je l'ai dit au début, j'ai dit, il y a trop de propagande. C'est vrai, aujourd'hui, en tant que journaliste, on se base sur ce qui est dit des deux côtés. Le gouvernement malien a sorti un communiqué, la Côte d'Ivoire a sorti un communiqué. Mais quand même, deux choses. Il y a des failles, je suis d'accord avec Maître Koto qu'il y a des failles administratives qui ont produit cet incident. Mais tout le monde, chacun de nous est passé par l'aéroport, certainement. Un avion ne peut pas atterrir dans un aéroport sans que les autorités de tutelle ne soient au courant. Parce que les gens ont voulu faire croire que c'était un coup d'État. Là aussi, ce n'est pas les autorités qui l'ont clairement dit. Mais dans le communiqué, on sent ça.
on est dans une dynamique de casser la refondation. C'est des choses, ce n'était pas la peine. On les a qualifiés de mercenaires. Mais après, aujourd'hui, on a vu que le langage du gouvernement malien même a évolué. Parce qu'on continue à faire des vérifications. Je pense qu'un État sérieux fait d'abord des vérifications avant de répondre. On a appelé les autorités ivoiriennes qui, selon le gouvernement malien, dans un premier temps, dit ne pas être au courant. Et pourtant, ce même gouvernement a sorti un communiqué pour dire que ce sont nos militaires. Cela veut dire qu'ils voulaient prendre le soin de vérifier avant de répondre. Bref, on n'est plus à ce niveau. Moi, je crois que la meilleure des options, c'est la diplomatie. Ça, on n'avait même pas besoin d'aller à ce niveau. Le Mali même pouvait gérer ça avec la Côte d'Ivoire. Mais si on met un autre État, c'est encore montrer que la diplomatie malienne est encore sous-traitante. Ça fait la deuxième fois que le Togo est appelé pour une médiation, en tout cas pour une médiation dans des affaires différentes. Est-ce qu'à chaque fois, c'est le Togo seul qui peut gérer ces genres de trucs entre le Mali et ses autres partenaires? Bien sûr, parce que c'est ce qu'on vient de dire. Toutes ces relations qui ne marchent pas aujourd'hui avec les autres partenaires internationaux, c'est le Mali qui est à la base de ça. Il y a des dysfonctionnements, on joue à un souverainisme. Tout le monde est souverain, mais la réalité du monde là, c'est autre chose. Le monde là, ça ne se gère pas avec une idéologie, ça se gère avec des réalités, avec des principes. Donc le Togo dont on parle aujourd'hui, le Togo c'est le symbole de la France. Le monsieur il est là depuis 4 mandats. Donc c'est vrai, si vous voyez que le Togo joue aujourd'hui, le Togo a de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire, pourquoi c'est nous qui devons plutôt avoir de bonnes relations avec la Côte d'Ivoire, sans même le Togo. Mais chaque fois, si on doit avoir une interface, le Togo face aux partenaires internationaux, le Togo face à la CEDEAO, je crois qu'il faut qu'on sorte dans ça. Il est temps aujourd'hui qu'on enterre cet âge de guerre. Moi, je ne voulais pas du tout en parler, mais la justice, on dit on ouvre une enquête. Combien d'enquêtes ont été ouvertes? Si vous connaissez une seule enquête qui a été concluante, que vous me le dites. Je pense qu'il faut vraiment qu'on soit vraiment droit dans nos bottes et aller de l'avant. Moi, je ne crois pas trop que ça va aller judiciairement. Fabrice, moi, je voudrais apporter quelques éléments de réponse par rapport à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Je pense que c'est une manière de clore le dossier, comme on a l'habitude de le faire. Quand un dossier s'ouvre, ça ne se ferme plus. C'est pour peut-être faire oublier. Ça, c'est grave, donc. Ça, c'est grave. Vous êtes en train de faire des déclarations très graves. Je crois que ça peut être ça aussi. Bon, on respecte les avis des uns et des autres sur le plateau. Professeur Clément Dambélé, la plupart des temps, comme Seydou le disait, les enquêtes sont ouvertes, mais ne sont jamais fermées. Il y a quand même des enquêtes qui sont fermées, plus ou moins. Je prends l'affaire de Baratola, ça a été une enquête ouverte et fermée. On a quand même arrêté, même si il a été libéré après, et que Khashoggi, pour se rattraper, a demandé de faire une enquête et qu'on attend toujours. C'est que c'est pas fermé. Et puis, il y a eu beaucoup d'arrestations. Si une enquête n'est jamais fermée, il n'y aura jamais de tribunal. Il y a le tribunal qui fonctionne. Maintenant, on peut critiquer la façon de fonctionner, mais le tribunal malien fonctionne. Il y a des arrestations tous les jours, il y a des gens qui vont en prison tous les jours. Et il y a des jugements qui ont lieu, il y a des libérations. Maintenant, si vous me permettez de revenir, entre parenthèses, il faut vraiment réformer la justice malienne. Et je ferme cette parenthèse, sincèrement. Et je pense que cette histoire avec la Côte d'Ivoire, moi aussi j'avais adopté la posture de ne pas évoquer parce que je trouve que c'est plutôt spectaculaire, c'est que c'est vraiment dommage. Et puis cette histoire, ça va s'éteindre. Où est le spectacle dans ça? Le spectacle, c'est au départ, c'était des mercenaires, et puis nous, on sautait des joueurs à Banconi, qu'on a arrêté les mercenaires, et quelques jours après, c'était des militaires ivoiriens, le langage qui évolue, et puis le troisième jour, ils seront traduits devant la justice compétente malienne, et le quatrième jour, on nous dit que c'est Togo qui fait le bon office. Si vous ne trouvez pas le spectacle, il faut vraiment aller à Hollywood. Moi, je dis que tout ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on arrive à ça, alors qu'on pouvait régler ça avec nos amis ivoiriens, à l'amiable, on peut régler ça avec nos amis ivoiriens, avec fermeté et de façon plus consistante. Et Maître Koto sera d'accord avec moi en tant qu'avocat qu'il y a plusieurs façons de régler les affaires sans ouvrir le code. Je pense qu'on a ouvert un code de conflit alors qu'on pouvait ouvrir un code de diplomatie et c'était plus simple et plus fiable. Le Mali a bien fait de montrer que nous sommes souverains, ça on n'en discute même pas, on n'en discute même pas, parce que si la forme n'est pas respectée, il faut réagir. Mais on est passé
de la République du Mali à la République de Facebook. Ça, voilà. Est-ce que vous avez l'impression comme si on veut régler, il y a un règlement de compte? Non, je ne pense pas. Je pense pas qu'il y a un règlement de compte. Moi, je pense tout simplement qu'il y a une façon d'apprécier qui aujourd'hui peuvent se faire autrement que par la méthode spectaculaire des sorties médiatiques, de Facebook, et les Ivoiriens qui insultent Assimi et les Maliens qui insultent Alassane. C'est vraiment dommage que ces deux pays se retrouvent comme si ce sont des républiques de Facebook et non des États souverains. Très bien. Alors, Maître Koto, au départ, sur la carte d'identité de certains, on disait que c'est des maçons, d'autres sont des menuisiers. Est-ce que vous avez eu aussi cette information? J'ai eu cette information, raison pour laquelle j'ai parlé de fraude. Quand certains qualifiaient que les agresseurs d'un État ou bien les mercenaires, je ne dis pas dans le cadre de ce dossier, ne viennent jamais dans un pays par la voie de la violence. Au XXIe siècle, comment ils viennent par fraude. Vous voyez des militaires qui arrivent avec des passeports qui sont militaires, sur lesquels il est écrit que la profession, étudiant, maçon, vendeur, vous avez vu ces passeports? J'ai vu le communiqué. Je suis un avocat. Et vous en tenez au communiqué? J'en tiens au communiqué officiel fait par le gouvernement de la République du Mali. Et je rappelle à mes collègues, la justice malienne est là, la justice malienne fait son travail, les enquêtes sont ouvertes, certains ont été bouclés. Quand vous parlez que les enquêtes sont la plupart ouvertes, du temps et qu'ils ne sont pas fermés, vous n'avez pas la preuve, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants du fond du dossier pour se permettre de parler. Une enquête qui peut durer, par exemple, une enquête qui est ouverte, absolument. Il y a 15 ans. Des enquêtes de ce genre. Dites-moi un dossier où une enquête a été ouverte 15 ans. 15 mois, je vous dis que la loi, le délai d'enquête... Je parle de 15 ans. De 15 ans. 15 ans, 20 ans qui ne sont jamais fermés. Vous pouvez me dire une affaire où l'enquête a ouvert pendant 15 ans et qu'elle n'a pas été bouclée à la fin. Donc je pense qu'il y a problème dans la justice malienne comme dans toutes les administrations de l'État malien, comme Clément l'a dit. Il faut revoir, mais la justice est là, la justice fait son travail. L'enquête est ouverte dans cette affaire, l'enquête va suivre son cours normal. Cela n'empêche, vous confondez deux choses, cela n'empêche pas le volet diplomatique et politique pour résoudre cette question. Parce que c'est une question quand même entre deux États. Il faut rappeler cela. Et on prend l'État malien d'être sérieux, ça a été dit quelque part avant de qualifier. Vous savez, l'État malien, dans son communiqué, toujours dit avoir pris contact avec leurs homologues ivoiriens qui ont dit au départ n'être pas au courant. À partir du moment où ils disent n'être pas au courant, et sur les passeports des militaires interpellés, il est écrit vendeurs, maçons, ils sont menuisiers. Ils doivent être qualifiés de mercenaires. Ça, c'est pas quand même une faute de la part de l'État malien. Et après, vous comprenez que le communiqué de l'État malien date du 11 juillet 2022 et c'est le lendemain, la Côte d'Ivoire a attendu le communiqué du Mali et le lendemain 12 juillet, l'État ivoirien, le Conseil national de sécurité ivoirien a fait son communiqué. Dans lequel les choses. Non, dans lequel il dit que non, ce sont les éléments régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne. Si cela est dit, l'État malien en tant qu'État doit tenir compte de cet effet. Mais cela n'empêche pas de l'infraction aujourd'hui qui est censée être reprochée à des gens qui sont interpellés, qui sont arrivés sur notre territoire en dehors de toutes les procédures prévues à la matière. Et au compte des institutions pour lesquelles qui apportent aujourd'hui le démenti. La position de l'ONU est là. Et je reviens pour dire un peu, quand on prend le pays au sérieux, il faut rappeler quand même que le monsieur Olivier Salgado là est un Français. Quand même, c'est une affaire entre deux États, présence des forces spéciales dans un pays en guerre. Alors, si vous voulez quand même, en tant que porte-parole d'une mission internationale, il devrait être quand même vigilant et avisé avant de faire de communiquer, prendre le temps de vérifier avant de donner sa position. Mais si vous dites que oui, ce sont les éléments nationaux de soutien des contingents des pays contributeurs, alors l'État vous demande, apporte la preuve. Et vous n'apportez pas la preuve, vous pensez que l'État va rester comme ça? Maintenant, lui donner un délai de partir, le chasser, le sommer de quitter le territoire est une solution? Est une solution. Cela n'entame absolument rien entre les relations du Mali et
la mission des Nations Unies chez nous. Très bien. Merci, Maître Koto. Les mouvements debout, Yerewolo debout sur les remparts qui demandent aussi le départ de la MINUSMA d'ici septembre. Comment est-ce que vous appréciez ça? Ben, ce sont mes amis, les gens de Yerewolo. Mais je l'ai dit, c'est des gens souvent, ils sont toujours dans cette dynamique. Le problème, c'est, on est dans quel pays? Vous savez, quand on renouvelait le mandat de la MINUSMA, c'est le gouvernement malien qui a demandé le renouvellement du mandat. C'est ce que moi je disais. J'ai dit l'opinion publique malienne, dans sa majorité quand même, voulait le départ de la MINUSMA. Si le Mali, comme le disent là, nous sommes là pour faire ce que le peuple veut, on devrait soumettre seulement le départ de la MINUSMA aux Nations Unies. À partir du moment où il y a eu des détails dans la résolution soumise par la France, que vous ne voulez pas appliquer, il fallait demander à nos partenaires stratégiques d'aujourd'hui, que sont la Russie notamment, de bloquer. Ça n'a pas été le cas. Vous ne pouvez pas laisser qu'on fasse une résolution et qu'après on vienne se plaindre. Là aussi, ça laisse à désirer. Parce que la résolution, avant d'être votée, c'est soumis à tout le monde. Vous lisez d'abord. Donc si vous voyez des dispositions qui ne vous conviennent pas, vous dites à la Russie, nous ne voulons pas de ça, bloquez ça jusqu'à ce qu'on enlève. Ils ont le droit de veto. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Le Mali pouvait régler ça aux Nations Unies. Mais on ne peut pas laisser que ça passe et puis venir encore jouer à la souveraineté. On ne peut pas opposer la souveraineté aux Nations Unies. Ça, je l'ai toujours dit. Même le fait que l'ONU aujourd'hui écoute les autorités, c'est parce qu'on est en train d'observer. Sinon, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent dans un cadre, parce que ça a été voté unanimement devant tout le monde. Ça, c'est la légalité internationale qui s'oppose à notre constitution dont on parle. Vous parlez de quelle souveraineté? Donc, Yerewolo qui est parti demander ça, c'est la même chose. Ça a commencé par comme ça. Vous avez parlé de Olivier Salgado. Effectivement, ce qu'il a dit, c'est la dynamique. Vous avez dit quelque chose, on vous demande d'apporter la preuve. Normalement, c'est les Nations Unies qui devraient gérer ça. Ce n'est pas à l'État malien. L'État malien reconnaît les Nations Unies, mais la ministre m'a dit, mais il ne reconnaît pas Salgado. Et puis le monsieur n'était même pas là. Je parle tout de suite de sérieux. Moi, j'ai vérifié l'information. Comment vous donnez 3 jours à quelqu'un qui n'est même pas au Mali de quitter? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'il n'est pas là? Non, ils savent ça. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, journaliste, je ne peux pas le savoir et que l'État ne le sait pas. Si l'État ne le sait pas, c'est encore plus grave. Donc, s'ils ne le savent pas, c'est qu'il y a un problème de renseignement comme le procès. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Les gens ont applaudi ça. C'est des actes que les gens applaudissent. Mais ça apporte quoi au débat? Ça fait combien de temps que le monsieur, il fait un tweet? Aujourd'hui, le monsieur, il doit être sanctionné par la MINUSMA. Ce n'est pas le Mali qui devait le sanctionner. Donc, s'il ne l'a pas fait, on lui a demandé des détails, il n'a pas donné. Bon, le Mali peut demander à la MINUSMA de les renvoyer. Mais je sais que ce n'est pas la première fois. Il y a eu le cas de Christian Sévillon, aussi qui a été renvoyé par Tchéblé à l'époque. Très bien. Alors, vous voulez réagir rapidement sur ça? On va boucler ce sujet. En fait, si vous me permettez, 2-3 choses. Un mercenaire, c'est un individu, un groupe d'individus qu'on envoie pour commettre un acte d'atrocité illégale, à un but bien défini et dont les preuves sont avérées. À ce moment, on définit le mercenaire, pas dans la supposition. Deuxièmement, le Mali peut donner 3 jours à ce monsieur de quitter le territoire, pas en tant que personne physique, mais en tant que personnalité représentative d'une institution. Donc, dans ces cas, on n'a pas besoin de sa présence physique au Mali, on a besoin de sa représentativité. Absolument. Donc, à ce moment-là, je pense que la forme diplomatique, elle est bien faite. On te donne 3 jours pour quitter le territoire, tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Et pour terminer sur la question de Yerewolo, je pense que ce sont les autorités maliennes qui ont réglé le problème avec Barkhane, pour que finalement Barkhane quitte le Mali. Mais qui a appelé l'aménagement pour venir au Mali? Ça, moi, je ne sais pas. Ce sont les autorités qui a admis, on va dire, mais ce n'est pas maintenant, mais peu importe, l'administration est une continuité, mais qui a admis que l'aménagement soit là, que l'aménagement reste, et qui a accepté le renouvellement du mandat de l'aménagement. Moi, je pense que aujourd'hui, moi, je m'attendais à ce que mes petits frères, parce que ce sont mes petits frères et mes petites sœurs, se fassent leur attroupement devant la primature et à Kati devant chez Assimi Goïta pour demander à ce que nos autorités s'assument et soient un communiqué pour dire que l'aménagement dégage. Et là, je vais utiliser un mot un peu plus violent pour que l'aménagement dégage. Au lieu d'aller donner la lettre à l'aménagement, donner la lettre à Shogel et à Assimi de sortir un communiqué comme on le fait chaque semaine pour que l'aménagement a 48 à 72 heures pour dégager. C'est plus simple. Parce que ce sont les autorités... Il y a déjà une légalité internationale qui est en jeu. Mais dans ces cas, l'intelligence veut que tu restes dans le cadre de cette légalité internationale pour dire que ce sont les autorités qui admettent qu'ils soient là et ce sont les autorités qui sont aptes à les dire de partir aujourd'hui. C'est comme si moi je viens chez vous,
pour venir dans votre famille, en tant que chef de famille, et ce sont vos enfants qui sont en train de crier Clément, il faut sortir de la maison en tant que chef de famille. Je pense que si vous assumez votre responsabilité, c'est à vous de me faire sortir. Très bien. Alors, sur ce sujet, nous avons quand même appelé Ben le cerveau. On l'a appelé en vain. Il n'a pas décroché. C'était pour l'inviter, pour que nous puissions débattre sur ce sujet. Mais nous comptons quand même l'inviter dans les jours à venir, un invité de la semaine, pour répondre et nous expliquer davantage ce sujet. En tout cas, nous changeons de cap, nous changeons de sujet. Le cas d'échange et de regroupement des partis politiques qui demandent la démission du Premier ministre, Dr. Choguel Kokala Maïga. Maître Koto, réaction? D'accord, avant de réagir à cela, je voudrais que ceux qui demandent le départ effectivement de l'aménagement, c'est leur droit, hein. On est en démocratie. Mais ça n'entame rien de ce que vous venez de dire de la légalité. Et je pense que l'adoption de la résolution dépasse le cadre des 5 puissances permanentes qui sont au niveau des Nations Unies. Je pense que la résolution, elle est adoptée, c'est-à-dire par l'adoption est élargie à d'autres pays qui ne sont pas seulement que la Russie, la Chine, la France. Non, on parle de blocage. Donc, je pense qu'il faut à ce niveau être clair et net. C'est élargi à d'autres pays. Donc, le Mali, la Russie ne pouvait nullement empêcher l'adoption de cette résolution. Si la Russie avait voté contre. Bien. Pour dire tout simplement, le Mali a fait des réserves. Et réserves tendant à quoi? Qui est réclamé par le peuplement, c'est de renforcer toujours le pouvoir, la capacité de l'aménagement, de combattre réellement auprès des armées maliennes pour que la paix au nom pour laquelle elle est là, soit quand même instaurée et garantie. Donc pour revenir à votre question, le départ de Choguel par une partie des classes politiques, je comprends aussi, on est en démocratie, c'est leur droit. C'est normal. C'est normal qu'ils demandent ça, puisque les acteurs politiques quand même visent les échéances électorales prochaines qui sont des échéances importantes. Choguel a son statut de chef de gouvernement, en même temps homme politique, s'il se permet de prononcer des mots, des discours de telle envergure, doivent quand même les amener à réagir, puisque dans leur souci, c'est quoi? C'est de pouvoir quand même obtenir de l'autorité qui seront en charge de l'organisation de ces élections, d'être à équidistance, d'être transparent pour permettre aux acteurs politiques de mener le jeu et que le vainqueur gagne. Donc s'ils voient des signaux émanant du chef de gouvernement, donc ils sont dans leur droit de demander son départ à la tête de la primature. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous insinuez que déjà il y a des fraudes qui se préparent? Non, je n'insinue rien. Ça, c'est dans l'esprit des hommes politiques. Pour eux, déjà, cette déclaration est tendancieuse. Très bien. Ça mettra en cause la légalité et la chance de toutes les formations politiques, de tous les acteurs politiques devant les charges de l'État, qui sont autre chose. Les élections sont organisées par l'État. Donc, si le chef de gouvernement se permet, pour eux, c'est tendancieux, ça peut entamer tout simplement l'égalité, la transparence et la crédibilité dont la classe politique réclame lors des échéances électorales prochaines. Donc, il est normal qu'il demande, mais il revient quand même au chef de l'État de conserver son Premier ministre ou de le faire partir. Merci beaucoup, Monsieur Seydou Fane. Départ ou démission de Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre actuel de la transition. C'est le cadre d'échange et de regroupement des partis politiques qui le demandent. Comment est-ce que vous appréciez cela? Bon, moi, je pense que ça se comprend parce que c'est Choguel qui était à la base du départ du président Ibeka. Donc, si vraiment Choguel occupe aujourd'hui la primature, alors on comprend pourquoi il demande son départ. Mais il faut le dire, Choguel n'est pas rassembleur. Choguel n'est pas rassembleur, il n'est pas neutre. Voilà. Qui il devait rassembler? Les Maliens. Il n'arrive pas à rassembler les Maliens, surtout la classe politique. Donc, chaque fois, il tient des propos vraiment qui ne rassemblent pas du tout. Est-ce que ce ne sont pas des propos pour garder la souveraineté et l'autonomie de l'État? Non, c'est pour peut-être se venger. C'est des choses c'est pour se venger. Vous avez les preuves de ce que vous avancez, M. Seydou Fane? Bien sûr. Alors, pour Fane, le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, n'est pas rassembleur, Ami Baba Cissé. Est-ce qu'il n'est pas rassembleur? Et c'est pour ça qu'on peut lui demander sa démission?
Bon, moi, il y a quelques jours, j'ai échangé avec le Premier ministre. Effectivement, cette remarque... Vous avez échangé avec lui? Oui, bien sûr. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes en porte-à-faux avec des gens avec lesquels vous avez mené un combat? Par exemple, Clément, il parle, il conseille le Premier ministre, il lui demande de faire... Parce qu'ils sont sortis pour une cause. Mais si cette cause n'est pas acquise, c'est tous les acteurs qui seront indexés. Donc, celui qui est à la primature aujourd'hui, c'est le M5. Donc, le M5 est divisé en deux. Non, de toutes les façons, Choguel sur le M5. Donc, il le reconnaît parce qu'effectivement, Choguel n'a pas la même vision que les acteurs du mouvement démocratique. Donc, c'est difficile que les positions puissent être conciliées. Et puis, il a eu cette occasion plusieurs fois. Chaque fois qu'il invite les gens, on ne l'écoute pas. Et donc, lui aussi, il déroule. Mais le discours qu'il a tenu, effectivement, moi, à sa place, je ne l'aurais pas fait. Si c'est quelqu'un d'autre qui l'avait tenu, ça passerait. Mais vu que on parle des forces du changement. Les forces du changement, c'est qui? Il y a Clément là-dedans, il y a Oumar Mariko, il y a des Imam Diko là-dedans. Mais pourtant, ils ne sont pas tous aujourd'hui dans la même dynamique que le Premier ministre. C'est tous ces gens qu'il doit rassembler. Les gens avec lesquels il a mené d'abord le combat, ensuite les autres acteurs du cadre d'échange. Et je pense que ces politiques, ils l'ont dit, même si c'est difficile de l'obtenir, ça ne compromet pas la transition parce que le président de transition qui est là, je sais qu'il va évaluer parce que c'est toujours stratégique avant de prendre des décision. Vous étiez au M5 RFP. Aujourd'hui, le cadre d'échange et de regroupement des partis politiques demande la démission du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, parce qu'il aurait tenu un discours qui ne sied pas naturellement à ce cadre d'échange et de regroupement de partis politiques. Mais le cadre aurait demandé, même si Choguel ne parlait pas. C'est la bonne posture politique. Moi, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais je trouve dommage que Choguel mette toujours du feu à sa propre case. C'est vraiment dommage. Et je pense qu'il comprend lui. Est-ce que le feu, quand il le met, ça brûle? Il met le feu à sa propre case dans laquelle il se trouve. Lui et moi, on se comprend très bien. Il faut qu'il écoute souvent les conseils. Il faut qu'il écoute souvent. Vous le conseillez souvent. La dernière fois que vous êtes vu, c'était quand? Il est parti parce que maman est décédée. Il est parti me voir. On a bien discuté. Choguel, c'est un très bon grand frère. On échange. Mais bon, et puis, moi, je l'ai toujours dit qu'on ne peut pas siffler dans l'oreille d'un sourd. Et je m'arrête là. Il n'entendra pas. Comment tu veux qu'un sourd entende? Qui est sourd et qui siffle? Choguel n'entend pas, je l'ai dit, il n'entend pas. Moi, je pense qu'il doit rassembler, il a l'occasion de rassembler. Mais s'il pense que c'est la fin de sa carrière politique, mais qu'il pense à la postérité. Un de ses enfants, de ses petits-enfants, peut aussi oser faire la politique un jour. Et parfois, au Mali, la tradition, la culture veut que les enfants, les petits-enfants payent pour leurs parents, pour ce qu'ils ont fait. Ça serait dommage. Et je m'arrête là. Vous avez la main au menton pendant que vous parlez, vous évoquez ce sujet. On sent la tristesse. Parce que je suis très triste de voir Choguel qui est très intelligent. C'est un homme qui est hyper intelligent. Il est très courageux. Choguel, il a fait des grands combats. Et moi, je l'admire. Mais il est en train de mener le bateau. Laissez-moi parler. Et moi, il est intelligent, il est courageux, il est déterminé. J'ai connu Choguel pendant 8 mois. On était presque tous les jours ensemble. Je l'ai vu dans l'action, je l'ai vu. Et un Choguel à la primature qui traîne dans la décadence politique, c'est dommage. Mais je n'ai pas trop envie de m'étaler sur ça parce que, comme disait le philosophe Nietzsche, quand on ne veut pas avoir de la puce, on arrête de fréquenter les chiens. Reste à définir qui est chien et le tour sera joué. Ami Baba Cissé, est-ce que sur ce sujet, vous aussi vous sentez la même tristesse? Non, moi, comme je l'ai dit, c'est effectivement ce que je pense. Il aurait pu vraiment réunir tout le monde. Je pense que tout le monde lui fait cette proposition, effectivement, mais la réalité de la politique, c'est autre chose. Parce que quand vous voyez les acteurs politiques, chacun a son agenda. Il y a des agendas qui sont sur les tables, il y a des agendas même qui sont sous les tables. On ne sait pas lequel il faut évaluer, mais je pense quand même que personnellement, moi je le dis au Premier ministre, j'ai dit il faut fédérer les gens. Ça, je le dis. Et je pense que s'il écoute, il ne dira pas le contraire. Très bien. Alors, nous terminons avec ce sujet. CNT élargi à 26 membres. Pourquoi le besoin est là d'élargir le CNT, le cadre législatif de la transition? C'était l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation qui a été mise en œuvre par le chef de l'État. Donc, bien avant ça, je pense que Choguel, le discours qu'il a tenu
est la suite logique du combat qu'il a mené. Même si aujourd'hui, on lui reproche de n'être pas rassembleur, mais vous comprenez. Moi, je comprends parfaitement et je comprends de l'autre côté aussi la position des classes politiques. Donc vous comprenez les deux partis. Les deux partis. Choquel était quand même l'un des acteurs principaux des forces de changement qui ont renversé un régime. Donc, s'il réclame aujourd'hui l'union de ces forces de changement pour aller à l'élection, je pense que politiquement quand même c'est justifié. Mais de l'autre côté, ils sont dans leur droit de demander son départ et de mettre en cause son impartialité par rapport aux échéances électorales. Tout cela, c'est effectivement ça. Choquel, tous les actes que Choquel posera sera scruté à la loupe par la classe politique, c'est normal. Très bien. Pour revenir à votre question, je disais tantôt que l'élargissement des membres du CNT était l'une des recommandations des Assises nationales de refondation. Donc, je pense que moi, au tout début, j'avais dit pourquoi élargir le CNT, d'autant plus que le 121, si j'ai la bonne mémoire, qui sont déjà là, font le travail, et même en termes budgétaires, peut aussi venir militer en faveur de l'État malien qui aujourd'hui connaît des difficultés économiques très sérieuses. Si nous prenons les 4 ou 5 derniers mois que nous venons de connaître tout à l'heure, vous savez que rares sont les budgets des départements ministériels qui fonctionnaient avec 20% de leur budget. Donc on est dans une situation économique très difficile, donc élargir encore le nombre de CNT, moi personnellement, je ne vois pas d'utilité. D'autant plus que le format actuel semble être représentatif, devrait quand même continuer à servir la transition jusqu'à son terme. Alors si c'est les assises nationales, les 617 recommandations des assises nationales de la refondation, alors si ça fait partie de la recommandation, c'est bon. Seydou Fane, est-ce que vous trouvez utile d'élargir le CNT à 26 membres? Non, je ne trouve pas ça nécessaire. Je pense que, comme le maître l'a dit, aujourd'hui, la santé de l'économie malienne n'est pas en bonne santé. Donc, je pense que pour toutes ces raisons, on pouvait se garder quand même d'élargir le CNT. On pouvait garder les 121 membres qui peuvent déjà faire le travail parce que quand on essaie d'augmenter encore le nombre, ça va coûter encore cher à l'État. Donc je pense qu'il faudrait en tout cas éviter ça. Très bien. Alors le CNT est élargi, Ami Baba Cissé, c'est élargi, il y a une place pour la presse. Ce n'est pas le plus important. Même nos confrères qui sont au niveau du CNT, moi je ne cesse de les interpeller depuis qu'ils sont là. Aucune loi par rapport à la presse n'a été discutée. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est grave. Ça, bientôt 2 ans. Nous, on a des propositions de loi qui ont été faites qui ne sont même pas encore discutées. Et il faut qu'ils jouent le rôle à ce niveau. Donc ce n'est pas parce qu'on met un autre élément de la presse que ça va changer. Comme Maître l'a dit, et puis Fane, même le gouvernement doit être élargi. Parce que on retombe toujours dans les mêmes travers qu'avant. Quand il y a des contestations, tout de suite vous avez parlé de contestations entre le Premier ministre et puis ses partis politiques. Il suffit seulement qu'on leur donne 1 ou bien 2 départements seulement, tout le monde se tait. C'est le même jeu dans lequel ils sont en train d'aller. Faire taire les gens ou bien faire profiter tout le monde. Alors que stratégiquement, on a même demandé au CNT actuel aujourd'hui de diminuer leurs privilèges. Ça a été dit, tout le monde a entendu l'opinion le dire, mais ça n'a pas été fait. Et si vous créez encore un surplus d'effectifs, tout ce que ça va coûter, l'économie va supporter ça, certes, mais je crois que ça ne va pas arranger la situation. Parce que même si on réduisait aujourd'hui le CNT, le travail peut être fait. Ils sont en train de faire le travail. Bon, on parle des assises, il y a beaucoup de décisions impopulaires au niveau des assises, mais parmi celles-ci, c'est ce qu'on a appliqué. Bon, allons-y. Ou bien on choisit les moins faciles à appliquer par rapport aux plus difficiles. Non, ce n'est pas ça. Ça fait combien de temps que les assises sont finies? Mais même maintenant, on le dit. Jusqu'à quand ça va être effectif? Qui vont rentrer dans ça? Parce que tout ça, là, les gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui vont aussi être déterminés. Moi, je n'ai vraiment pas vu l'importance dans ça, comme ils l'ont dit. Et je crois que, comme c'est les assises, qu'on continue. En tout cas, quand vous allez le faire, les syndicats vont se lever pour dire, bon, les institutions, le budget va augmenter. Vous ne pouvez pas dire le contraire à ces syndicats, ce jour-là. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On va faire un tour de table rapidement. Je commence par Fane. Je rappelle qu'il est journaliste au journal Echo. Alors, votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, c'est de m'incliner devant la mémoire du militaire qui est tombé aujourd'hui dans l'attaque
qui a visé le camp militaire de Kati. Et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Et je souhaite également que le retour de la paix dans le pays. Très bien. Maître Koto, votre mot de la fin. Mot de la fin, c'est d'appeler tous les Maliens à l'union sacrée. À l'union sacrée autour de l'essentiel qu'est le Mali. Puisque j'ai dit au départ, l'État malien est atteint dans son existence. Et la force pour contrecarrer, c'est l'union sacrée de tous les fils et de toutes les filles du Mali. Je prends un exemple. En Vietnam, il y a eu de la guerre. L'Occident, Vietnam, l'échec est parti de l'union des Vietnamiens. Donc nous devons rester soudés et pour soutenir notre patrie, faire taire, c'est-à-dire les querelles internes, en attendant que le Mali soit le Mali et retrouve sa place dans le concert des nations. Très bien, Ami Baba Cissé, votre mot de la fin. Le mot de la fin, ça s'adresse surtout aux politiques. Aux politiques parce qu'on les entend de moins en moins. C'est une remarque qu'on a faite. Et il suffit tout simplement que le Premier se dise quelque chose et qu'on voit un communiqué. Mais lorsque le pays est en difficulté, nous journalistes, on a beaucoup de problèmes à pouvoir les avoir, entendre leur opinion, alors que c'est eux qui doivent être au premier plan, c'est eux qui doivent proposer. C'est vrai, il y a quelques-uns qui le font, mais les partis qui se disent grands partis sont en train de se tirer. On sait qu'il y a des enjeux électoraux, mais certains aussi, ils ont des dossiers dans leur entourage, ils ne peuvent pas trop parler. Donc c'est un plaisir d'être toujours sur ce plateau. Je remercie Maître, je remercie Clément et puis Fané et les téléspectateurs. Très bien, merci. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ici. Merci à vous de l'avoir suivi. J'étais avec le professeur Clément Dambélé pour des raisons. Il s'est levé. Alors, il est de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage PCC. Maître Koto Traoré, il est avocat au barreau du Mali. Seydou Fané, journaliste éco. Ami Baba Cissé, directeur de publication du journal Le Figaro. Mesdames et messieurs, cette émission s'achève ici. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. D'ici là, prenez soin de vous. C'est Dieu qui demeure fort.